Il existe quelque chose d'important à propos du cerveau que presque personne n'apprend. Il ne s'effondre pas d'un seul coup. Il s'adapte au chaos. Quand vous vivez en réaction permanente aux stimuli, quand votre sommeil, votre corps et votre concentration sont négligés, le cerveau s'y ajuste et le prix apparaît plus tard. Anxiété constante, fatigue mentale, difficulté à se concentrer, procrastination et cette sensation que le problème vient de vous, alors que ce n'est pas le cas. Le vrai problème, ce sont des comportements devenus normaux, acceptés et même encouragés, tout en sabotant biologiquement le cerveau chaque jour. Les stoïciens avaient compris cela bien avant les neurosciences. Marc Aurèle disait que ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur qui nous trouble, mais la manière dont nous permettons à cela de nous gouverner à l'intérieur. Et c'est exactement là que le stoïcisme entre en jeu. Il n'enseigne pas à supporter davantage. Il enseigne à arrêter de s'user inutilement. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 13 choses à éliminer de votre vie pour que votre esprit recommence à fonctionner avec ordre. Ce n'est pas une tendance, ce n'est pas une théorie. C'est un réajustement de trajectoire. Quand le cerveau cesse de vivre en réaction, la vie cesse de vous pousser à bout. Si vous appliquez ce qui vient maintenant, votre manière de penser change, vos décisions deviennent plus claires et cette année ne commencera pas de la même façon. Maintenant, allons droit à l'essentiel. Numéro 1. Arrête de vivre avec l'esprit agité. Si ton esprit n'est jamais en silence, ce n'est pas parce que ta vie est intense, c'est parce que tu as désappris à rester avec une seule pensée jusqu'au bout. Une vidéo qui tourne en arrière-plan, un podcast pendant que tu fais autre chose, de la musique pour remplir le moindre espace vide, une notification toutes les quelques minutes. Ce bruit constant semble inoffensif, mais il a un effet direct. Il empêche l'esprit de s'organiser. Le cerveau humain a besoin de silence pour ordonner les pensées, consolider les souvenirs et faire émerger la clarté. Sans cela, tout devient accumulation, rien ne devient compréhension. Quand il n'y a pas de silence, le cortex préfrontal reste en surcharge. Tu consommes de l'information, mais tu ne l'intègres pas. Tu apprends des concepts, mais tu ne transformes pas ton comportement. C'est comme jeter des pièces en vrac dans un tiroir et attendre qu'elles s'assemblent toutes seules. C'est pour cela que tant de personnes sont fières d'avoir lu des dizaines de livres, regardé des heures de contenu, consommé de l'information sans arrêt, et pourtant continuent à réagir de la même manière, à prendre les mêmes décisions, à répéter les mêmes erreurs. La vraie question n'est pas combien tu as consommé, mais ce qui a réellement changé dans ta vie grâce à cela. Parce que quand tout est stimulation, rien ne devient sagesse. Imagine une table couverte de papiers éparpillés. Pendant que tu continues à jeter encore plus de feuilles par-dessus, rien n'est clair. Mais quand tu t'arrêtes, que tu organises, que tu écartes l'excès, ce qui était confus commence à faire sens. Le silence fait exactement cela à l'esprit. Les stoïciens savaient cela bien avant toute étude moderne. Ils pratiquaient des pauses délibérées, la réflexion, l'écriture, l'observation, non pas pour fuir le monde, mais pour ne pas être dominé par lui. Arrêter de vivre dans le bruit constant ne signifie pas s'isoler. Cela signifie choisir avec plus de soin ce qui entre. Cela signifie créer des espaces sans stimulation pour que l'esprit puisse digérer ce qu'il a déjà reçu. Parce que la clarté ne naît pas de l'excès, elle naît de l'espace. Et une fois que tu comprends cela, continuer à te noyer dans le bruit cesse d'être une distraction et devient un choix. Numéro 2. La discipline ne se discute pas avec le corps. Tu peux étudier la mentalité, les neurosciences ou le développement personnel, mais si le corps est négligé, rien ne tient dans la durée. Le sommeil n'est pas un luxe, l'eau n'est pas un détail, l'alimentation n'est pas un caprice et le mouvement n'est pas un excès. Ce sont des bases. Beaucoup de gens essaient de résoudre des problèmes mentaux en ignorant quelque chose d'évident. Le cerveau est un organe physique. Sans carburant, il ne soutient ni le focus, ni la clarté, ni l'autocontrôle. Pas par manque de volonté, mais parce que le système entre tout simplement en surcharge. C'est pour cela que tant de personnes confondent la fatigue avec la paresse. Elles pensent manquer de discipline, alors qu'en réalité, le système nerveux demande une pause, un ajustement, un soin de base. Et cela n'est pas une faiblesse, c'est un signal. Quand tu dors mal, que tu t'hydrates peu, que tu manges mal et que tu ne bouges pas, ton esprit passe en mode survie. Dans cet état, les décisions deviennent moins bonnes,
les émotions plus instables, et chaque problème paraît plus grand qu'il ne l'est réellement. Les stoïciens comprenaient cela de manière très concrète. Pour eux, l'autocontrôle commençait par le corps. Il n'existe pas d'esprit solide dans un corps négligé. Il n'existe pas de clarté durable quand les bases sont en déséquilibre. Pense de façon simple. Vouloir vivre avec lucidité en ignorant le corps, c'est comme exiger une performance maximale d'une lampe avec une énergie faible. Elle ne s'éteint pas, mais elle vacille, et cette oscillation est ce que beaucoup appellent anxiété. Quand tu arrêtes de négocier avec le corps, quelque chose change immédiatement. Ton focus s'améliore, ta patience augmente et ta réactivité diminue. Non pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que tu as cessé de lutter contre ton propre système. Prendre soin du corps ne résout pas tous les problèmes, mais cela évite d'en créer inutilement. Et cela, à lui seul, est déjà une attitude profondément stoïcienne. Numéro 3. Ne gaspille pas ton énergie à essayer de changer les réactions. Il existe une différence profonde entre gouverner ses propres réponses et tenter de diriger le comportement des autres. Une grande partie de l'usure émotionnelle naît précisément de cette confusion. Tu dis quelque chose en attendant une approbation, tu agis en attendant une reconnaissance, tu prends des décisions en calculant déjà comment les autres vont réagir. Et quand la réponse ne correspond pas à ce que tu imaginais, la frustration apparaît. Le problème n'est pas la réaction des autres, c'est le pouvoir que tu lui as donné. Épictète était très clair là-dessus. Il existe des choses qui dépendent de toi, et d'autres qui ne dépendent tout simplement pas. La réaction des autres est à l'extérieur. Elle l'a toujours été. Et chaque fois que tu essaies de la contrôler, ton esprit entre dans une tension permanente, comme quelqu'un qui retient une porte que le vent pousse sans cesse. Pense à une situation simple. Tu envoies un message important et tu commences à vérifier ton téléphone toutes les minutes. Le contenu n'est plus entre tes mains, mais ton esprit reste là, prisonnier, à tenter de prévoir les réponses, interpréter les silences, inventer des scénarios. Rien ne change à l'extérieur, seul ton état intérieur s'use. Le stoïcisme ne te demande pas d'ignorer les gens. Il te demande d'arrêter de négocier ta paix avec quelque chose qui ne sera jamais stable. Tu contrôles ce que tu dis, la manière dont tu agis, l'intention avec laquelle tu te positionnes. Le reste n'est pas de ta responsabilité. Quand tu lâches cette tentative de contrôle, quelque chose change. Tu parles avec plus de clarté, tu agis avec plus de fermeté et tu acceptes le résultat sans te perdre émotionnellement. Arrêter d'essayer de contrôler la réaction des autres ne te rend pas froid. Cela te rend libre. Et cette liberté est le premier pas pour vivre le stoïcisme pour de vrai. Numéro 4. Arrête de te battre contre ta propre tête. Beaucoup de gens pensent que le stoïcisme consiste à apprendre à ne pas penser. Mais ce n'est pas ça. C'est apprendre à ne pas être gouverné par ce qui apparaît dans ta tête. Une fois que tu comprends cela, ta relation avec l'anxiété change profondément. Parce qu'un point essentiel devient clair. Le cerveau ne crée pas des pensées pour te saboter en permanence. Très souvent, il crée des pensées pour te protéger. Il essaie d'anticiper le danger, d'éviter la douleur, d'empêcher le rejet, de te maintenir dans ce qui est familier. Le vrai problème n'est pas que la pensée apparaisse. Fais bien attention à cela, parce que c'est important. Le problème commence quand tu commences à croire que chaque pensée est une vérité absolue. Les pensées sont des événements mentaux. Elles apparaissent et disparaissent. Mais quand tu luttes contre elles, tu leur donnes de la force. C'est comme l'éléphant rose. Plus tu essaies de ne pas y penser, plus tu y penses. Plus tu te bats, plus tu nourris. L'esprit interprète la lutte comme un signal de menace et maintient le sujet en vie, comme s'il disait « Si tu te bats autant, c'est que ça doit être dangereux ». La posture stoïcienne est différente. Au lieu d'entrer sur le ring, tu observes. Au lieu de te confondre avec ce que tu penses, tu crées de la distance. Et voici une pratique simple, directe et puissante. Nomme la pensée. Fais 2 pas en arrière intérieurement et regarde avec clarté. C'est une pensée de peur. C'est une pensée de contrôle. C'est une pensée de comparaison. C'est une pensée de catastrophe. Parce que quand tu observes de loin, tu ne te laisses pas fusionner. Tu cesses de croire que tu es ce que tu penses. Tu comprends que tu es celui qui perçoit. Et cette différence change tout. Tu n'as pas besoin de vaincre tes pensées. Tu as besoin d'arrêter de leur obéir automatiquement. Et quand tu fais cela, l'esprit devient plus clair. Le corps se détend.
et l'anxiété perd ce dont elle a le plus besoin pour grandir, ton attention désespérée. Numéro 5. La productivité, ce n'est pas le multitâche. Marc Aurèle a écrit dans ses Pensées pour moi-même: « Concentre-toi à chaque instant, comme un Romain, pour faire ce qui est devant toi avec une rigueur précise et sincère, avec douceur, avec volonté, avec justice, et libère-toi de toutes les autres distractions. » Cette phrase résume un principe central du stoïcisme: être entier dans ce que tu fais. Faire beaucoup de choses en même temps ne signifie pas bien faire, cela signifie diviser l'attention jusqu'à ce qu'elle perde sa force. Le cerveau humain ne se concentre pas profondément sur deux choses à la fois. Ce qu'il fait, c'est changer rapidement de focalisation. Et chaque changement a un coût invisible, l'énergie mentale. C'est pour cela que tant de gens terminent la journée épuisés, même les jours où, objectivement, ils n'ont presque rien accompli d'important. L'esprit passe la journée entière à sauter de tâche en tâche, d'onglet en onglet, de stimulus en stimulus, comme quelqu'un qui essaie de tenir plusieurs balles en même temps. Au début, cela ressemble à du contrôle, mais ensuite, cela devient de la fatigue chronique. Le stoïcisme n'a jamais enseigné la dispersion, il a toujours valorisé la présence. Être entièrement là où l'on est. Faire une chose à la fois avec intention, clarté et fermeté. Marc Aurèle écrivait qu'il fallait agir comme si chaque tâche était suffisante en elle-même, et non comme quelque chose à expédier à la hâte pour passer rapidement à la suivante. Le multitâche n'est pas de la productivité, c'est un manque de direction. Il y a ici un basculement pratique. Arrêtez de traiter tout comme urgent en même temps et commencez à organiser l'attention par intention. Au lieu de répondre, créer, décider et réagir de manière mélangée, tu découpes la journée en moments clairs, chacun avec un objectif précis. Un moment pour créer, un autre pour exécuter, un autre pour décider. Quand tu es dans une tâche, tu y es entièrement. Quand tu changes par choix conscient. Pas parce que quelque chose a clignoté, vibré ou capté ton attention. Ce simple changement rend une direction à l'esprit et réduit drastiquement la fatigue mentale. Pense à l'objectif d'un appareil photo. Quand il essaie de faire la mise au point sur tout en même temps, rien n'est net. Mais quand tu ajustes la mise au point sur un seul point, l'image devient immédiatement claire. L'esprit fonctionne de la même façon. Travailler par bloc ne te fait pas produire moins. Cela te fait produire mieux. Et une fois que tu comprends cela, continuer à t'éparpiller sur 1000 tâches cesse de ressembler à de l'efficacité et commence à ressembler à un gaspillage d'énergie. Numéro 6. Arrête de nourrir ton esprit avec de la dopamine bon marché. Il existe un détail minuscule qui définit le ton de toute ta journée et presque personne n'y prête attention. Le premier stimulus que tu offres à ton esprit au moment du réveil. Commencer la journée en cédant à des stimuli faciles n'est pas du repos. C'est renoncer au contrôle dès le matin. Non pas parce que la dopamine serait mauvaise, mais parce que la première dopamine de la journée apprend au cerveau comment il doit fonctionner. Quand tu te réveilles et que tu plonges immédiatement dans le téléphone, les notifications, les vidéos courtes, les messages et les likes, quelque chose se produit à l'intérieur. Ton système de récompense est programmé pour l'effort minimum. Et ce n'est pas un manque de discipline, c'est le fonctionnement humain. Tout ce que tu fais durant la première heure de la journée crée un schéma. Si le début se fait sans effort, le reste de la journée commence à rejeter tout ce qui demande de la concentration, de la patience ou de la constance. Pas parce que tu serais devenu paresseux, mais parce que le cerveau apprend très vite le chemin le plus facile. C'est comme habituer le palais au sucre dès le matin. Après cela, tout ce qui est simple semble sans saveur. Le stoïcisme a toujours enseigné l'autocontrôle, mais pas comme une répression, comme un choix conscient. Il ne s'agit pas de diaboliser la dopamine, mais d'arrêter de l'utiliser contre toi-même. Il existe une différence énorme entre la dopamine qui vient du stimulus rapide et la dopamine qui naît de l'action. L'une crée une dépendance, l'autre renforce. La dopamine du mouvement, de l'hydratation, de l'organisation de l'environnement, du fait d'accomplir une petite tâche difficile dès le matin, construit une solidité intérieure. La dopamine des likes et des distractions, elle, construit une dépendance. C'est pourquoi si tu peux choisir comment commencer la journée de demain, fais ce test simple. Avant d'offrir ton attention au monde, offre-la à toi-même. Bouge ton corps, bois de l'eau,
range l'espace autour de toi. Fais quelque chose qui exige de la présence. Pas parce que cela va changer ta vie en une journée, mais parce que cela apprend à ton esprit qui est aux commandes. Arrêter de commencer la journée avec de la dopamine facile, c'est arrêter de négocier ta force dès le réveil. Et celui qui apprend à bien commencer traverse le reste de la journée avec beaucoup plus de clarté et de résistance. Numéro 7. Tu n'as pas besoin de continuer à vivre ce qui est déjà passé. Il existe une différence énorme entre apprendre du passé et y habiter. Beaucoup de gens appellent réflexion ce qui, en réalité, est une répétition émotionnelle. Le passé est déjà terminé, mais l'esprit insiste pour le ramener, scène après scène, émotion après émotion. Et le problème n'est pas de se souvenir, le problème est de revivre. Il y a quelque chose d'important ici. Le cerveau distingue mal un danger réel d'un danger imaginé. Quand tu revis une situation ancienne, une perte, une humiliation, une erreur, le corps réagit comme si cela se produisait maintenant. Le cœur s'accélère, la tension revient, le poids réapparaît. Tu n'es pas en train de te souvenir, tu te replaces à l'intérieur de la scène. Et cela te maintient prisonnier de quelque chose qui ne peut plus être changé. C'est comme essayer d'avancer dans la vie en regardant uniquement dans le rétroviseur. Tu reconnais le chemin, mais tu ne vois pas où tu vas. Les stoïciens comprenaient cela avec clarté. Souffrir 2 fois pour le même fait n'est pas de la profondeur émotionnelle. C'est un gaspillage d'énergie. Le passé sert à enseigner, pas à gouverner. C'est pour cela qu'il est essentiel d'être attentif à ces visites mentales récurrentes. Cette pensée qui revient toujours de la même manière, avec la même charge émotionnelle, comme si elle avait besoin d'être revécue pour continuer d'exister. Cultiver cela ne te protège pas. Cela te maintient attaché. Et c'est ici qu'intervient un tournant pratique, simple et efficace. Il ne s'agit pas d'essayer de ne pas penser. Cela ne fait que renforcer la pensée. Il s'agit de rediriger. Quand tu te rends compte que tu es en train de revivre le passé, interromps. Ne combats pas l'image, change le point focal. Amène l'esprit vers quelque chose de concret. Un projet que tu es en train de construire, un engagement réel, quelque chose que tu vas vivre dans les prochains jours. Place une image vivante à la place de l'ancienne. C'est comme remplacer une musique qui te fait chuter par une autre qui te maintient debout. La première peut essayer de revenir, mais c'est toi qui décides de ce qui reste au premier plan. C'est observer la pensée de l'extérieur sans te confondre avec elle. C'est choisir consciemment de ne pas nourrir ce qui t'affaiblit. Arrêter de revivre le passé, ce n'est pas nier ce qui s'est passé, c'est décider qu'il ne commande plus ta vie. Et quand tu fais cela, quelque chose change. Le corps se détend, l'esprit ralentit, et le présent redevient un lieu habitable. Numéro 8. Arrête de vivre en tension permanente. Sénèque a écrit dans ses lettres « Il y a plus de choses capables de nous effrayer que de nous vaincre. Nous souffrons davantage dans notre imagination que dans la réalité. » Beaucoup de personnes confondent le fait d'être constamment sur le qui-vive avec le fait d'être prudent, mûr, responsable. Mais en réalité, ce n'est pas de la préparation, c'est de la survie. C'est vivre comme si quelque chose allait mal tourner à chaque instant. Plus l'esprit reste longtemps dans cet état, plus il entretient un stress chronique qui ne résout aucun problème. Il vole seulement la clarté, l'énergie et l'avenir. Le corps se crispe, la respiration se raccourcit, l'attention se rétrécit. Tout devient une menace. C'est à ce moment-là que les problèmes commencent à grandir à l'intérieur. De petites difficultés sont perçues comme des monstres. Des situations normales semblent être des risques énormes. L'esprit se met en défense constante et, quand cela arrive, la part rationnelle quitte la scène. Tu réagis, tu ne choisis pas. Tu te protèges, mais tu n'avances pas. Le stoïcisme n'a jamais enseigné la vigilance permanente. Il a enseigné une présence lucide et il existe une énorme différence entre être attentif et être en alerte. L'attention organise, l'alerte épuise. Pense à une lampe allumée toute la journée, peu importe que la pièce soit sombre ou lumineuse. Elle continue à brûler de l'énergie et au bout d'un moment, elle n'éclaire plus rien. L'esprit en alerte constante fonctionne de la même façon. C'est pourquoi apprendre à s'arrêter est essentiel. Quand tu remarques que ton esprit te fait plus souffrir dans l'imagination que dans la réalité, arrête-toi pendant 2 minutes, respire profondément et réorganise ton focus.
Pas pour fuir le travail ou la responsabilité, mais pour recommencer à agir avec clarté et ne plus laisser la peur te gouverner. Tu ne règles pas ta vie en restant tendu. Tu la règles quand tu apprends à sortir du mode survie et à revenir au mode décision. Et cela, après avoir connu le stoïcisme, ce n'est plus une option, c'est ton entraînement quotidien. Numéro 9. Arrête d'être d'accord avec tout. Chaque oui donné sans intention crée un coût invisible. Il ne se voit pas sur le moment, mais il pèse plus tard. C'est comme accepter de petits engagements mentaux qui s'accumulent jusqu'à devenir de l'épuisement. Le cerveau interprète l'excès de demande comme une menace, et quand tout devient urgent, l'esprit entre en état de défense constant. C'est pourquoi apprendre à faire une pause entre le stimulus et la réponse est essentiel. Ne pas répondre tout de suite, ne pas accepter par impulsion, ne pas dire oui juste pour éviter l'inconfort. Ce court espace entre la demande et la décision est l'endroit où la clarté peut entrer. C'est là que tu évalues si cela a du sens pour ta vie maintenant, pour ton moment, pour tes valeurs. Sans cette pause, le oui devient automatique. Et ce que nous faisons en mode automatique n'est presque jamais conscient. Pense à quelque chose de simple. Quelqu'un demande de l'aide, un service, du temps, de l'attention. Tu dis oui immédiatement. Mais à l'intérieur, tu ressens déjà du poids, de l'irritation ou de la culpabilité. Le problème n'était pas la demande, c'était l'absence d'un vrai choix. Dire non, bien souvent, ce n'est pas un rejet. C'est une direction, c'est préserver de l'énergie pour ce qui compte vraiment. Le stoïcisme enseigne que la liberté n'est pas de faire tout ce que l'on te demande, mais de choisir consciemment où tu places ta force. Quand tu arrêtes de dire oui automatiquement, ton esprit s'organise. Ton agenda respire et tes décisions cessent d'être de simples réactions. Arrêter de dire oui par habitude ne te rend pas égoïste, cela te rend entier. Numéro 10. Une exigence sans limite n'est pas de la force, c'est de l'usure. Beaucoup de personnes se mettent la pression comme si elles ne pouvaient jamais s'arrêter, se tromper ou ralentir. Comme si se reposer était un échec et avoir des limites une faiblesse. Elles se réveillent déjà sous pression, traversent la journée en se rabaissant, en se battant intérieurement pour prouver leur valeur en permanence. Ce n'est pas de la discipline, c'est de la peur qui porte le nom de responsabilité. L'auto-exigence excessive ne produit pas l'excellence. Elle active la peur et la peur n'améliore personne. Elle rétrécit la vision, bloque l'apprentissage et te fait répéter les mêmes erreurs avec plus de tension et moins de lucidité. C'est pour cela que plus quelqu'un se met la pression sans pause, plus il se fatigue et moins il avance. Non par manque de capacité, mais parce qu'il essaie de courir un marathon sans respirer. La force sans récupération devient de l'usure. L'effort sans pause devient de la stagnation. Les stoïciens comprenaient cela avec clarté. La discipline n'a jamais été de se violenter intérieurement, mais d'agir intelligemment avec ses propres limites. Marc Aurèle parlait de fermeté sans brutalité, parce qu'un esprit épuisé ne soutient pas la vertu, seulement l'irritation et l'impulsivité. Si tu es quelqu'un qui se met une pression excessive, la correction n'est pas de trop se relâcher, c'est d'alterner l'effort et la récupération. Travailler quand c'est le moment de travailler, se reposer quand c'est le moment de se reposer. Se reposer n'est pas abandonner, se reposer est une stratégie. C'est le même principe que pour le muscle. Sans pause, il n'y a pas de croissance, seulement des blessures. L'esprit suit la même logique. Quand tu respectes les cycles, tu reviens plus lucide, plus attentif et plus efficace. Arrêter de te traiter comme une machine ne te rend pas faible. Cela te rend durable. Et quand tu comprends que tu es humain et non un système de production, tu réalises que la constance vaut plus que n'importe quelle performance ponctuelle. Numéro 11. Arrête d'ignorer tes émotions. Il existe une idée fausse selon laquelle être stoïcien, ce serait tout avaler, se taire et continuer comme si rien ne se passait. Mais le stoïcisme n'a jamais enseigné la répression. Il enseigne la conscience. Une émotion qui n'est pas reconnue, pas exprimée et pas élaborée ne disparaît pas, elle change de place. Le corps parle, et il parle encore plus quand l'esprit refuse d'écouter. Tension constante, irritation sans raison claire, fatigue qui ne passe pas, réaction disproportionnée à de petites choses. Bien souvent, ce n'est pas le problème en soi, c'est l'accumulation de ce qui a été ignoré. Ignorer ce que l'on ressent, c'est comme pousser la poussière sous le tapis.
L'espace semble propre pendant un temps, mais l'odeur commence à apparaître. Et plus le temps passe, plus il devient difficile de gérer cela. Ressentir n'est pas perdre le contrôle. Perdre le contrôle, c'est faire semblant de ne rien ressentir. Le stoïcisme invite à observer l'émotion sans jugement, à comprendre ce qu'elle signale et à décider quoi en faire avec lucidité. Parfois, cela signifie reconnaître sa propre frustration. Parfois, exprimer une limite. Parfois, admettre que quelque chose dérange avant que cela ne devienne du ressentiment. Quand tu n'exprimes pas, tu accumules. Quand tu accumules, le corps présente la facture. Arrêter d'ignorer ses émotions ne signifie pas réagir de manière impulsive. Cela signifie nommer ce qui se passe à l'intérieur, pour que cela n'ait pas besoin de crier plus tard. Le stoïcien n'est pas quelqu'un qui ne ressent rien. C'est quelqu'un qui ressent, comprend et choisit comment agir. Et ce choix conscient est ce qui empêche que de petits inconforts se transforment en grands problèmes. Numéro 12. Arrête de dépendre de la motivation. Tous les fous ont quelque chose en commun. Tous les perdants aussi. Sénèque disait qu'ils passent leur vie entière à se préparer à commencer. Et c'est pour cela que chercher la motivation comme point de départ n'a aucun sens. La motivation ne lance rien, elle apparaît après. Beaucoup de personnes se figent en attendant d'avoir envie, de l'élan, de l'inspiration. Elles croient que lorsque la motivation arrivera, alors elles agiront. Mais le fonctionnement réel de l'esprit est exactement l'inverse. Le cerveau se motive quand il perçoit du progrès. Ce n'est pas la volonté qui crée le mouvement, c'est le mouvement qui crée la force. Le cerveau réagit à des signaux clairs. Quand tu agis, même à petite échelle, il enregistre une avancée. Et l'avancée génère la motivation. C'est pour cela qu'attendre la motivation avant d'agir revient à attendre que le moteur chauffe avant de tourner la clé. Le stoïcisme ne nous apprend pas à dépendre d'états émotionnels instables. Il nous apprend à agir à partir d'un engagement, une action simple, possible, répétable, quelque chose qui s'intègre à ta routine, sans héroïsme. Quand tu te concentres sur la constance, quelque chose commence à se réorganiser. La répétition crée un schéma, le schéma crée une identité, et l'identité change la façon dont tu te vois. À partir de ce moment-là, le cerveau comprend. Cela fait partie de qui je suis. Et c'est seulement alors que la motivation apparaît, non comme une promesse, mais comme une conséquence. C'est ainsi pour l'alimentation, l'exercice, le travail, les études, le changement de vie. Celui qui agit en attendant d'avoir envie s'épuise, mais celui qui agit par décision construit. Alors, arrête de chercher la motivation. Cherche un pas petit, clair et possible. Fais-le aujourd'hui. Répète demain. La motivation vient après, et quand elle vient, elle soutient. Numéro 13. Le vrai changement se produit sans bruit. As-tu déjà remarqué comme beaucoup de personnes n'acceptent de changer que lorsque tout s'effondre? Comme si évoluer exigeait une crise, une douleur extrême ou une rupture qui coupe la vie en deux. C'est l'une des plus grandes illusions à propos du changement. Changer, ce n'est pas détruire qui tu es. C'est évoluer, assumer tes capacités et arrêter de laisser la peur décider de la direction de ton histoire. Le stoïcisme n'a jamais enseigné la transformation par le choc. Il a enseigné la transformation par la direction. L'esprit ne change pas par l'intensité, il change par la répétition. Ce n'est pas l'impact d'un seul jour qui transforme quelqu'un, c'est le chemin que cette personne choisit de suivre jour après jour. Le cerveau apprend à partir de signaux quotidiens, de petits actes maintenus avec constance, reprogramme peu à peu ce que tu deviens. C'est ainsi que le caractère se construit. Pas dans des moments héroïques, mais dans des choix simples, soutenus dans le temps. C'est pour cela que tant de personnes repoussent leur propre changement. Non par manque de volonté, mais parce qu'elles croient qu'il doit faire mal, être radical, tout bouleverser. Mais quand le changement est fait de la bonne manière, ça fait à peine mal. Il s'intègre à la routine, il devient viable, et justement pour cela, il dure. Les stoïciens le savaient. Épictète ne parlait pas de devenir une autre personne du jour au lendemain, il parlait de surveiller ses habitudes. Marc Aurèle ne cherchait pas de grands bouleversements, il révisait son comportement quotidien. Sénèque ne promettait pas une transformation instantanée, il défendait la correction constante. Le principe est simple, ne change pas tout, change ce que tu répètes. Pense à un gouvernail de navire.
Un ajustement minime aujourd'hui semble insignifiant. Mais après des semaines et des mois, la destination est complètement différente. Celui qui attend le grand tournant reste souvent au même endroit, mais celui qui modifie un geste quotidien change la trajectoire de sa propre vie. Et voici l'application pratique de cela. N'essaie pas de te reconstruire entièrement. Choisis une seule chose à arrêter de faire, un comportement automatique, une pensée récurrente, une réaction impulsive. Une seule, et soutiens cette décision demain, et le jour suivant, et encore après. Ce n'est pas peu. C'est exactement ainsi que le changement se produit. Tu n'as pas besoin de devenir une autre personne, tu as besoin d'arrêter de renforcer celui que tu sais déjà ne plus vouloir être. Si tu ne peux retenir qu'une seule chose de cette vidéo, retiens ceci. Fais un pacte avec toi-même. Avant de demander à la vie de changer, change ta façon de penser. Et si ces 13 idées ont résonné en toi, choisis-en une maintenant. Pas pour y penser plus tard. Choisis d'arrêter aujourd'hui. Parce que très souvent, cesser de faire une seule chose de travers transforme plus que d'essayer d'en faire plusieurs correctement en même temps. Et pour ancrer cette décision, fais un geste simple et symbolique. Écris dans les commentaires ou répète à voix haute, avec fermeté. Aujourd'hui, j'assume la direction de ma vie. C'est l'esprit du stoïcisme. Moins d'impulsion, plus de conscience. Moins de promesses, plus de pratique. Moins de drame, plus de direction. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un nouvel angle, laisse un like, abonne-toi, commente et partage. Ici, nous continuons à nous renforcer et à apprendre. Merci d'avoir regardé.